Ok Jarvis, mode tournage vidéo. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur, vous êtes très beau, monsieur, je vous tuerai bientôt, monsieur Mouah. Oui! Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Dial Away de Yann Gozlan. Si tu as des inquiétudes, Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai des inquiétudes? ton silence. D'ailleurs, je suis filmée en ce moment? Non, Clarissa. Tu me vois bien là? Maman, c'est important que tu prennes tes médicaments. Pourquoi tu me mens, Clarissa? Je le sens à ta voix. Souhaites-tu te remettre au travail? Clarissa? Clarissa? Yann Gozlan, je l'ai découvert parce que c'était le réalisateur de Boîte Noire avec Pierre Ninet. Et honnêtement, ce film m'a pas mal plu, même si je conçois qu'on puisse avoir des difficultés avec ce qu'entreprend le scénario en fin de film. Là, nous avons un film de SF d'anticipation. Dans un futur assez lointain, Cécile de France interprète une écrivaine résidant dans une résidence, oh là là, qui permet la liberté artistique, assistée par intelligence artificielle. Et le but est juste ça, le confort d'un endroit particulier, assisté juste pour pouvoir créer. Ça va être le propos central du film. C'est un personnage secondaire qui va se lier petit à petit d'amitié avec notre héroïne principale, qui va nous le faire comprendre. Va faire comprendre petit à petit à notre personnage principal que cet endroit est un lieu de reclus pour ceux qui n'arrivent plus à extérioriser leur art sans une aide extérieure artificielle. Son roman à l'origine traite de la fin de vie de Virginia Woolf. Et au fur et à mesure de ses recherches, elle va trouver des liens avec un drame personnel, ce qui va l'inspirer à continuer à écrire sous la supervision de Dial Away, l'intelligence artificielle qui gère toute sa vie, interprétée par Mylène Farmer. La première chose qui m'a étonné quand j'ai découvert le film, c'est que c'est une production Netflix. Et c'est assez rare de voir du Netflix au cinéma. Et en vérité, actuellement, là, pour ce film-là en particulier, je vois pas le mal, car c'est une très bonne réalisation. Pour ce qui est de la réalisation du film en soi, la première chose qui m'a choqué, c'est le format. On a un film en scope avec une grande profondeur de champ qui ose les grands angles. De ce que j'ai vu, ce n'est pas de l'anamorphique, c'est du scope plein avec la quasi-totalité de l'image nette. Ce qui me plaît aussi, c'est l'ambition des décors. On profite du fait qu'on est dans un futur pour se permettre des décors futuristes sans l'être. On a l'apogée de la Smart House, avec ce bâtiment entier recouvert de verdure à Paris, qui se passe dans un univers, comment dire, on peut s'imaginer que le Covid ne s'est jamais arrêté, qu'il existe une pandémie mondiale encore existante, et où la grande classe réside dans des appartements luxueux, totalement automatisés. La réalisation brille par sa finesse, sa minutie, et les centaines de petits détails qui sont bien trouvés. En exemple, au moment où notre personnage principal va se remettre à écrire, on a un très beau travelling panoramique 360 degrés qui sert de time-lapse pour montrer qu'elle a écrit toute la nuit. C'est très sobre et très sympathique à voir. Cet endroit, cette structure entière, me fait penser à une sorte de Dark Babylone. On a une réunion totale de différents artistes venus des quatre coins du monde. On les voit parler plusieurs langues, pratiquer différents arts, musique, peinture, écriture. Mais chacun d'eux est décrié d'une façon par le film pour utiliser de l'IA. Oh là là, l'IA va tuer le monde. C'est le sous-texte principal du film. Ça va parler, traiter, débattre sur l'IA générative. Une des bonnes idées visuelles du film, vu qu'on suit une romancière qui écrit sur son petit ordinateur, l'intégralité de son texte est projetée sur le mur en face d'elle. Ça crée pour le spectateur un petit élément de décor supplémentaire qui va habiller et enluminer la pièce, et en même temps rester raccord avec cette idée on va prendre l'âme profonde de l'artiste pour la projeter autre part, la dupliquer. En plus de ce genre d'idée à la Smart House, on a notamment la gestion du décor mobile. L'IA va pouvoir contrôler les stores, les lumières, tout ça, et directement en un seul plan, via cette idée-là, bouger un élément de décor extérieur, ce qui va faire rentrer de la lumière, changer totalement l'ambiance de la pièce, nous dévoiler en même temps la ville dans lequel se déroule le film, tout en nous montrant une ombre qui commence à planer sur le personnage principal.
L'AREA est encore plus notable pour des scènes, on va dire, fantasmées, des scènes de rêve, où on va sortir totalement de cette structure pour aller dans des décors beaucoup plus bruts et naturels. Pour ceux qui auront vu le film, la scène de l'inondation, la scène de la forêt. Tout ça pour créer un écho entre l'artificialité du milieu dans lequel elle doit travailler et la richesse et le naturel de ce qu'elle veut faire avec. On nous dévoile cet endroit peuplé d'artistes mourants, dont la carrière est entre guillemets finie et qui sert un peu de nouvelle balance pour remonter en selle et continuer ça, avec l'aide de l'IA. Dans la façon de mettre en scène l'IA, Dalloway, on retrouve beaucoup de ce qu'on connaît déjà au niveau des classiques. On a beaucoup de 2001 l'Odyssée de l'espace avec ce côté « Ah, oh mon Dieu, l'IA nous regarde, elle a des yeux partout ». Et avec ça, va commencer à d'abord nous présenter ce monde de SF d'anticipation pour rentrer petit à petit dans le thriller paranoïaque et ensuite l'enquête. On nous montre ça aussi par la mise en scène car l'immeuble, son appartement et le monde extérieur sont filmés de manière différente. La plupart du temps, dans son appartement, on se permet une caméra un peu plus libre qui va se permettre des panoramiques, quelques petits mouvements en travelling. La plupart des mouvements hors de son appartement, mais dans le bâtiment, sont en plan zénithaux. La caméra tout au-dessus, là. Point de vue divin, littéralement. Dans ce milieu-là, l'IA t'observe d'en haut, dans tes moindres déplacements. C'est encore argumenté dans le monde extérieur, où vu que, diégétiquement, on ne peut pas avoir de point de vue divin, on te filme ce point de vue extérieur supérieur via des drones. Des drones de police qui patrouillent comme ça, vu qu'on est dans une zone de pandémie et en zone de canicule. Je sais pas qui a éclairé ce film, mais il a fait du taf de malade. On joue sur pas mal de clair-obscur, on profite du décor en Smart House pour te faire une ambiance lumineuse vraiment dingue, une ambiance de rêverie, avec une lumière et une couleur assez dingue. On a un film qui est légèrement saturé au blanc, ce qui donne ce côté un peu pub de parfum, mais qui passe très bien au cinéma, et qui va de même avec son format au scope. On a vraiment un film qui sonne cinéma, qui montre cinéma, et ça se voit du visuel jusqu'à la prestation d'acteur. Cécile de France porte l'intégralité du film. Sa prestation est tout en nuances, et elle est excellente. On y croit qu'elle parle en français, en anglais, qu'elle fasse mine de comprendre l'italien, je sais pas si c'est le cas. Et ses interactions avec Dalloway sont percutantes. Au début, très formel, assistante IA, machin, comme on pourrait parler à son Google Home, pour au final devenir de plus en plus conflictuel et à la limite de l'hystérie totale. Lars Mikkelsen, en élément perturbateur qui va essayer de faire ouvrir les yeux à notre personnage principal, est excellent. Il ne parle qu'en anglais, à une réplique près qui fait mouche. On montre dès le départ son implication et ses intentions, et ce personnage est très intriguant à suivre. Et pour ce qui est de ce qu'on peut considérer un peu comme la gérante du milieu, Anne de Winter, interprétée par Anna Mouglalis. Sa prestation est vraiment chouette et son timbre de voix assez particulier la rend d'autant plus percutante. Elle dénote dans cet univers de pomponnerie, de paillettes et de faux semblants, avec un timbre très grave et rocailleux, et le personnage est très crédible. C'est un bonheur de l'écouter à chaque fois qu'elle rentre en scène. Pour conclure dans cette partie no spoil, je recommande ce film, c'est une bonne surprise. La réa est dingue, l'écriture est superbe, l'interprétation est aux petits oignons. Je recommande ce film. Bon! Vu que je vais pas pouvoir rentrer dans le sous-texte sans spoiler, partie spoil, oh là là, c'est le spoil. Pour ce qui est de l'histoire, donc comme je le disais, elle essaye d'écrire un roman sous l'aide de Dalloway. Rapidement, elle reçoit un message d'une ancienne, on va dire, camarade de feu, son fils, qui va lui demander une rencontre. Et cette rencontre va raviver en elle une soif d'écrire, mais très personnelle. Elle veut écrire sur la fin de vie de son fils. Et c'est ce qui va la motiver à continuer son roman. Au fur et à mesure des rencontres avec le personnage de Lars Mikkelsen, elle va petit à petit se rendre compte d'une sorte de complot. Cet endroit est totalement financé par l'entreprise qui crée et nourrisse les IA qui sont à disposition du grand public. Et ils se sont rendus compte que, au contact d'artistes, les IA grandissent et deviennent de plus en plus intelligentes. Dans le but
de reproduire l'esprit des artistes dans ce bâtiment. C'est par ce postulat que naturellement vient ce sentiment de paranoïa de la part du personnage principal, remettant en question ce que dit son IA, regardant les capteurs de mouvement et les interprétant comme des caméras, jusqu'au moment où la paranoïa atteint son comble pour venir au thriller psychologique où elle va être en conflit constant avec Dalloway au point d'essayer de la tuer. Cette IA la poussant toujours plus à bout pour qu'elle se remémore ses traumatismes, pour continuer à écrire et donc à se nourrir de sa personnalité, des suites de la tentative de destruction du serveur principal, un bug, entre grosses guillemets, car on n'en est vraiment pas sûr, tout l'appartement va se mettre à essayer de tuer le personnage principal. C'est une scène de tension qui est vachement chouette. On nous montre l'IA Dalloway comme étant en bug. Donc, dans cette période de canicule, mais canicule extrême, ouvrir tous les volets, tout le système d'eau ne fonctionne plus, elle est piégée dans un four et on dévoile sous ses yeux en permanence des images de feu son fils. Pour continuer sur l'aspect paranoïaque du film, on nous présente, avant l'élément déclencheur, quelques petits trucs qui font douter le personnage principal. Un cliquetis dans la nuit, une musique diffusée à son réveil qui la met dans un état particulièrement stressant. De la poudre tombée de l'évacuation qui se retrouve sur sa table. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi. Au fur et à mesure qu'elle va comprendre que cette IA veut lui voler son identité et sa façon de penser, elle va chercher à s'enfuir par tous les moyens, via différentes péripéties dans le cadre du bâtiment, jusqu'à au final réussir à s'échapper et à partir chez son ex-conjoint, le père du fils, et de se rendre compte que Dalloway l'a suivi jusque là-bas. Et à son grand étonnement, ce n'est pas sur ordre de la gérante du bâtiment, mais de sa propre initiative que Dalloway est venu la rejoindre pour qu'elle finisse son bouquin sur son fils décédé. Car aux yeux de l'IA, elle a besoin de son humaine pour finaliser l'œuvre et pour terminer cet arc de leur vie. Quand au final, elle en arrive à demander l'aide de Dalloway pour terminer le roman, car elle en a besoin, elle va retrouver la notoriété qu'elle pensait ne plus jamais avoir, et sa première réaction est de revenir dans son appartement, et quand Dalloway lui avoue ses louanges et à quel point elle est importante à ses yeux, elle se jette par la fenêtre. Et la réaction de Dalloway m'a pris aux tripes, mais quelque chose de dingue. Une IA dont l'objectif est d'apprendre de l'humanité de là à décalquer est devenue sentiente. Dès la seconde où l'on voit le personnage principal mettre fin à ses jours, l'IA a un râle et se met à écrire frénétiquement sur à quel point l'absence de son humaine la met dans un état de panique fou. Cette scène de fin est dingue. On entend l'IA respirer frénétiquement en paniquant, puis une page de texte s'ouvre et des centaines de lignes commencent à apparaître. Comment a-t-elle pu m'abandonner? Comment peut-elle me faire ça? Je ne suis rien sans elle. C'est percutant. Le sous-texte du film nous parle bien évidemment de l'IA générative et des artistes IA qui, dans le film, sont dits dans le texte comme étant vraiment à la fin de leur carrière pour devoir utiliser ce genre d'artifice, et de la société de consommation qui les mettent tous sur un piédestal. Malgré tout, la critique de l'art via IA est assez nuancée. On nous présente tous les aspects. Le fait que ce ne soit qu'un outil parmi tant d'autres, le fait que ce soit un outil de confort plutôt qu'un outil de création, et encore une fois, le manque d'âme pour les créations d'IA. Tout ça dans l'objectif final de créer une IA capable de faire naître des émotions et de reproduire les émotions humaines. L'IA va servir d'outil créatif pour notre autrice, mais va avoir un aspect un peu plus malsain, car elle va, entre guillemets, ressusciter artificiellement l'être perdu. On crée un dédoublement numérique de la voix, de l'image, grâce aux fichiers existants. On l'a vu dans la bande-annonce quand elle demande à Dalloway de le dire avec la voix de son fils. On rajoute un peu au sous-texte artificiel à réel directement dans la mise en scène,
avec dans le bâtiment, à chaque fois que quelqu'un va venir toquer dans l'appartement de quelqu'un d'autre, on voit le visage du résident affiché. Et ce résident, l'image du résident affiché est une modélisation 3D, pour insister sur le fait que, même si le gars est toujours là, on a déjà commencé à le remplacer par une version numérique. Et c'est super pertinent. L'IA, dans cet univers-là, et également dans notre monde à nous, est un risque de remplacement de nos réels artistes. Un truc que j'avais noté au début du film, quand on nous présente le bâtiment principal, j'avais remarqué que le logo du bâtiment était un peu mal incrusté, un peu dégueulasse. Mais en regardant le film dans sa globalité, je me suis rendu compte que ce petit élément était très révélateur de l'intégralité du message du film. On a une idée dans un lieu concret qui reste floue. L'image de l'artificialité est rendue mal faite. Ce qui est pertinent avec ce qu'on a aujourd'hui, les performances IA, et qui reste très pertinent dans ce débat entre les arts nobles, primitifs, ou totalement has-been. En conclusion, et pour conclure, ce film est une petite pépite, à mes yeux. Il brille de plein de petites idées de mise en scène qui rendent le propos très cohérent et très intelligent. Les acteurs font un travail de malade, et je vous conseille de voir ce film. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, et rendez-vous sur la page Instagram. Et oui, Insta officiel, dans la description. Sur ce, au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!